élite. Un peu plus tôt dans la journée, Monaco a dominé Bourg-en-Bresse 78-67. Le club de la Principauté est désormais leader du classement. Excellente journée à notre écoute. Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. À quelques jours près, à une quinzaine de jours près, c'était il y a 3 ans, Bruno Rojouan était élu sénateur de l'Allier. On est pile à mi-mandat, raison pour laquelle on a proposé ce matin au sénateur de l'Allier Bruno Rojouan d'être avec nous et on le remercie. Bonjour Bruno Rojouan. Bonjour à vous tous, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être là ce matin. En ces heures tragiques évidemment pour le pays, à nouveau cet événement tragique d'Arras. Il y aura un rassemblement, on le rappelle, dans les 3 villes de l'Allier, ce soir à 18h, à l'appel d'organisation syndicale enseignante avec cette attaque au couteau. Un professeur est décédé. Qu'est-ce que ça vous inspire tout simplement cette nouvelle tragique 3 ans après Samuel Paty? Ça m'inspire beaucoup de peine et ça montre aussi la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec une radicalisation d'une partie de notre population pour des raisons diverses et variées, mais je ne peux pas éviter d'y faire le lien avec ce qui s'est passé en Israël avec l'attaque du Hamas. Et je pense que là aussi nous avons un certain nombre de décisions peu courageuses qui jusqu'à présent ont été prises et qui n'ont pas réglé un certain nombre de problèmes. Et dans les semaines qui vont venir, j'espère bien que le Parlement et le gouvernement vont prendre des décisions nécessaires, puisque arrive en discussion chez nous. Je n'y fais pas un lien direct, mais quand même, j'aborde ce sujet-là sans crainte. Nous allons discuter des lois nouvelles et des nouvelles règles de l'immigration en France. Vous considérez qu'aujourd'hui, il faut aller plus en avant sur ces questions-là, que pour éviter que ce genre de drame se reproduise, il y a vraiment un travail de fond à faire, que vous parliez de décisions courageuses que peut-être que certains n'ont pas eu le courage d'engager? Oui, parce que en fait, je fais partie de ces gens qui, avant tout, placent l'humain. Et être humanisme aujourd'hui, c'est aussi accepter un certain nombre d'idées différentes des siennes, mais c'est aussi faire barrage totalement à toute forme de violence et surtout s'opposer à toute forme de terrorisme par tous les moyens nécessaires. On suivra évidemment tout cela et avec ce rassemblement, cet appel au rassemblement à 18h, notamment à Montluçon, place Piquant ce soir. C'est un événement qui évidemment va marquer la rentrée parlementaire, en tout cas la rentrée pour le Sénat, puisqu'il y a eu la moitié du Sénat qui a été renouvelée. C'est ainsi que ça se passe. L'Allier n'était pas concerné, mais ce qui veut dire que vous êtes pile à mi-mandat. Donc je le disais tout à l'heure, il y a 3 ans tout juste, vous étiez élu. Quel bilan vous tirez de cette première moitié de mandat sur une fonction qui est toute nouvelle pour vous, qui étiez vraiment un élu de territoire? Alors, toute nouvelle, oui, bien sûr, en termes de pratique en tant que sénateur. Mais en fait, le Sénat, ne l'oublions jamais, c'est la représentation des collectivités locales et des territoires. Et donc, ma longue pratique, ma longue expérience du terrain et de la connaissance du département de l'Allier m'a permis finalement d'aller assez vite dans mon implication au Sénat et sur des sujets qui concernent particulièrement les maires et les communes de l'Allier. L'Allier est un territoire, quoi qu'on dise, avec ses 3 villes, c'est un territoire rural. Il est situé au centre de la France, dans cette fameuse diagonale que certains malheureusement considèrent comme la diagonale du vide. Mais quand on connaît bien ces territoires-là, on sait qu'il s'y passe énormément de choses. Par contre, la vision parisienne d'un territoire comme le département de l'Allier n'a rien à voir avec la vision que j'en ai, parce que ça leur paraît être un peu un territoire éloigné de tout, ce qui n'est pas le cas. Justement, vous l'aviez dit au moment de votre prise de fonction, la volonté de faire entendre la voix de la ruralité, c'est celle que vous portez jour après jour au Sénat? C'est mon quotidien au Sénat. C'est mon quotidien. Vous savez, moi j'ai été enseignant, donc je sais très bien que l'art de la pédagogie, c'est la répétition. En politique, c'est exactement la même chose. Il faut rappeler régulièrement aux instances dirigeantes que nous avons, c'est-à-dire finalement à la fois les ministres, mais aussi les hauts fonctionnaires, ce qu'est la vie dans une petite commune de 250 habitants du département de l'Allier. Comment chaque jour, les gens ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Comment chaque jour, ils ont un certain nombre de besoins de services publics de proximité
proximité qui ont été largement abandonnés par l'État depuis de nombreuses années d'ailleurs. Comment aussi ils ont besoin d'être soutenus avec des revenus faibles et que aussi ces gens travaillent et les gens travaillent avec une appréciation de ce qu'est le revenu aujourd'hui insuffisant. Je le dis souvent, lorsque le travail doit payer, et aujourd'hui nous en sommes à une situation où finalement le travail ne paye plus. Donc il ne paye plus parce que nous avons des niveaux de revenus dans des départements comme l'Allier qui sont particulièrement faibles. Il ne faut pas se caler toujours à l'Île-de-France, car on fait des erreurs en ayant effectivement une administration en France trop centralisée. Vous parliez d'accès aux services publics, on le sait depuis le début de votre mandat, l'une de vos principales motivations, c'est l'accès à la santé. On sait que vous aviez participé à un rapport qui visait, je cite, à rétablir l'équité territoriale en matière d'accès aux soins il y a 1 an et demi. C'est une vraie problématique dans l'Allier. On se rend compte qu'elle existe aussi partout en France. L'accès à la santé, vous aviez une prise de position claire sur le fait qu'il fallait finalement obliger les médecins à s'installer dans certains secteurs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette proposition? On sait que vous étiez mis pas mal de syndicats de médecins à dos. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Alors, les syndicats de médecins et les ordres de médecins ne sont pas mes amis, donc ça n'a pas changé. Et donc, je suis toujours sur l'obligation, à un moment donné ou un autre, de réguler la présence médicale sur les territoires. Petite parenthèse, le département de l'Allier a une chance extraordinaire, c'est que depuis depuis une quinzaine d'années, 10-15 ans, le conseil départemental a mis en place un programme Wanted qui a évité la catastrophe. C'est-à-dire que nous avons en fait un certain nombre de médecins, en plus une trentaine globalement, que nous n'aurions pas s'il n'y avait pas cette politique locale. Ceci dit, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je travaille sur ce sujet-là. On n'a franchi que de tout petits pas. Un petit pas a été franchi, a été effectif avec la création d'une 4e année pour les médecins généralistes. Et cette 4e année devrait se faire dans un territoire sous-dense. Il y a eu aussi quelques actions, quelques compétences supplémentaires données à certaines catégories d'infirmiers et d'infirmières. Mais on n'est pas allé au-delà. On n'a pas du tout encore franchi le cap de la régulation d'installation des médecins sur les territoires. Et c'est l'objectif des 3 ans qui viennent. Quand on est parlementaire, il faut apprendre le temps long. C'est très difficile parce que quand on est élu local, on est dans le temps court, et quand on est parlementaire, on est dans le temps long, et les choses progressent tout doucement. Je suis, en principe, la semaine prochaine, je devrais être à nouveau nommé dans le cadre de ma commission aménagement du territoire sur ce qu'on appelle un droit de suite pour poursuivre le travail engagé il y a 2 ans, essayer de corriger un certain nombre de choses, je le disais, en fonction d'un certain nombre d'avancées qui ont eu lieu, et aussi s'adapter un petit peu à la catastrophe qui continue malheureusement de s'amplifier, car je l'ai souvent dit, le pire est devant nous en matière d'accès aux soins sur les territoires. Sur votre proposition, l'argument de certains, c'est de dire si on contraint les médecins à s'installer, est-ce qu'on risque pas d'avoir une fuite des talents aussi, c'est-à-dire des médecins qui ne veulent plus faire ce métier-là parce qu'il y a cette obligation-là? Qu'est-ce que vous répondez? Non, je n'y crois absolument pas. En fait, c'est un argument qui est avancé. Je lisais dans notre journal local il y a quelques jours une interview de 2 médecins, puisqu'ils ont fait un dossier sur l'accès aux soins. Je voyais ces 2 médecins qui disaient « Nous ne voulons surtout pas nous installer dans les déserts tout court ». Mais non, il n'y a pas de désert tout court dans des territoires comme le nôtre. Les déserts tout court existe, mais ce n'est pas le cas du département de l'Allier. Et donc cet argument de dire on ne veut pas y aller parce qu'il n'y a rien, non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'associations, il y a une forte densité, on va dire, de population, donc ce n'est pas un argument. Il va falloir lutter contre encore, et puis essayer quand même d'emmener avec nous, j'allais dire, les représentants médicaux, parce qu'on ne peut pas aller tout le temps contre eux, mais il va falloir être courageux dans ce domaine-là pour ne pas avoir une politique qui est la politique qui regarde uniquement le médecin, mais regarder aussi les patients en manque de médecins et les populations. Le temps long, vous l'avez dit, il faudra du temps évidemment pour avancer sur cette proposition-là. La semaine dernière, le Sénat s'est aussi prononcé sur un renforcement du texte en faveur de la protection des élus locaux. Vous avez été longtemps maire de Villefranche d'Allier, vous
vous continuez à être en contact avec des maires. C'était nécessaire ce texte. Aujourd'hui, les maires sont de plus en plus visés. On a vu des affaires judiciaires. Oui, ils sont de plus en plus visés, de plus en plus violemment, et c'est d'autant plus médiatisé. Donc en fait, ce que nous avons fait au Sénat, c'est que en fait nous avons augmenté largement les sanctions encourues par une personne qui va agresser un maire et qui peut risquer jusqu'à une amende de 100 000 euros et plusieurs, voire 7 ans de prison dans certains cas. Ceci dit, faisons attention aussi parce que entre l'affichage et l'application aussi qu'il y a toujours une différence, et là il faut que la justice s'empare véritablement de l'application de ces sanctions pour montrer l'exemple. Je crois en l'exemple lorsqu'il y a nécessité d'intervenir de manière puissante et puis énergique. On voit qu'il y a beaucoup de dossiers en cours, hein. Le temps file pour nous à 7h55 ce matin. La deuxième moitié de mandat, comment vous la voyez? Avec quels objectifs? Je la vois toujours avec, par exemple, des grands dossiers qui concernent à la fois notre territoire. Prenons le logement, par exemple. Le logement est un enjeu énorme aujourd'hui. On sait que dans le cadre de la suppression des passoires énergétiques, il y a des dates qui ont été données qui, à mon avis, ne peuvent pas être tenus parce qu'on va jamais arriver. Alors le parc, on va dire le parc public, c'est à peu près fait. Mais tout le parc privé qui est important, là on a un souci majeur. On a interdiction de louer en fait. Oui, des voilà, logements, exactement. Ces interdictions de louer qui arrivent très rapidement et qui font que aujourd'hui, lorsque vous êtes un propriétaire qui loue un logement et que vous êtes à Paris, vous avez un niveau de loyer qui est assez élevé, qui vous permet d'avoir une opération financière à peu près équilibrée. Mais lorsque vous êtes dans une ville comme Montluçon, vous êtes dans un petit village de l'Allier, vous n'avez pas du tout le même niveau de loyer et votre opération financière ne peut pas être équilibrée. Donc il faut petit à petit, à la fois augmenter les fonds publics pour encourager et faciliter cet équilibre financier. Et puis il faut aussi repousser les délais. On ne tiendra jamais l'année 2025 pour régler pratiquement 7 millions de logements. Et vous avez dans ces 7 millions de logements, vous avez à peu près 12 millions de Français qui y sont. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les propriétaires n'auront pas les moyens de rénover, donc ils ne pourront pas louer, ils ne pourront pas relouer. Donc on a un certain nombre de Français qui ne trouvent pas de logement. Donc on va se retrouver avec le paradoxe d'avoir des gens qui ne pourront pas entrer dans des logements qui seront vacants. Logement, santé, on l'a vu. Est-ce que vous avez déjà envisagé la suite ou c'est encore trop loin dans 3 ans? Vous savez, d'abord en politique, il faut jamais annoncer trop tôt ses intentions parce qu'il y a toujours un risque. Globalement, moi je n'élimine pas du tout aujourd'hui le fait de me représenter à la fin de ces 3 années qui correspond à la deuxième partie de mon mandat. On suivra bien évidemment l'actualité parlementaire, la vôtre, Bruno Rojouan, sénateur de l'Allier. Merci d'être passé à notre micro. Merci à vous. Ce matin, avant de prendre la route vers Paris pour une nouvelle semaine de travail parlementaire. 7h58 sur RJFM. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Mattei Construction, concessionnaire Gustave Rideau, tout pour vous sentir bien chez vous. Mattei Construction, le meilleur du portail motorisé, clôture, garde-corps, porte de garage, garage béton, abri métallique, storban, Espa. Mattei Construction, votre concessionnaire Gustave Rideau, numéro 1 de la véranda aluminium en France, ainsi que ses abris piscines, carport et pergola bioclimatique Gustave Rideau. Mattei Construction, mais aussi le rénove pour tous vos projets de menuiserie. Une seule adresse pour tous vos travaux.